Les débats aujourd'hui, l'actualité commentée avec aujourd'hui Nicolas Jeantet, bonjour, directeur des Centristes et conseiller de Paris. Bonjour. Tout va bien à Paris. Ah oh, oui. Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine. Vous avez publié Un animal pour les gouverner tous aux éditions Arquet. Bonjour à vous. Bonjour. Otman Nasrou, ravi de vous accueillir à nouveau. Ça faisait un petit moment qu'on ne vous avait pas vu. Vice-président de la région Île-de-France, vice-président LR de la région Île-de-France. Et Georges Kuzmanovic. Bonjour Georges. Non, il n'est pas là. Je croyais qu'il venait. J'avais pas vu. Il n'est pas en visio. Il n'est pas en visio. La Donc place Georges, la place est vide et Georges va arriver, président de République souveraine et candidat à la présidentielle. Alors, faut-il rendre la 3e dose obligatoire pour les personnes vulnérables? Le gouvernement est en train d'y réfléchir. On a appris ce matin d'ailleurs que le pass sanitaire avait été prolongé jusqu'en juillet prochain. Édouard Philippe, personnalité politique qui incarne le mieux la droite. C'est un sondage IFOP pour Sud Radio. Et puis, je voulais qu'on parle également des déserts médicaux avec hier, c'était, comment s'appelle-t-il, Laurent Wauquiez qui disait il suffit, il n'y a qu'à Faucon. Bah oui, mais il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'infirmières. Et puis, dans énormément de régions, et même numerus clausus, qu'il faut peut-être encore remettre. Il a été c'est le numerus supprimé, aptus, je ne sais plus comment on l'appelle d'ailleurs là. Mais c'est vrai que vous êtes nombreux à chaque fois qu'on évoque le sujet à nous raconter ce qui se passe, qui est absolument délirant dans ce pays qu'est la France et dont on a dit qu'il avait le meilleur système de santé du monde. Coup de cœur, coup de gueule. Commençons avec l'actualité. On sort de la chronique littéraire de Gérard Collard. Vous allez rebondir sur son coup de gueule. À propos du prix Goncourt, Lucas Jakubowicz. C'est plutôt un coup de cœur justement sur ce Goncourt. Je suis en train de le lire. Ouais. Donc j'en suis pas venu à bout. Pour l'instant, il est pas mal. Il tient ses promesses. Pas venu à bout, c'est pas très bon signe. C'est pas très bon signe. C'est pas très gentil pour son auteur. C'est parce que je l'ai reçu hier soir. D'accord. Donc d'où mes petits yeux parce que j'ai veillé tard pour avancer. D'accord. Ah, il est bien. Pour l'instant, il est très bien. Et je pense qu'avec ce livre, il va y avoir une sorte de mode pour la littérature à la fois d'auteurs africains ou de romans qui se passent en Afrique. Ouais. Donc si certains sont intéressés, moi je voulais vous présenter le meilleur livre qui, à mon avis, se passe en Afrique. Je ne sais pas si on voit les caméras. Les Racines du ciel de Romain Gary. Prix Goncourt en 1956. C'est un livre qui a plus de 50 ans maintenant, mais qui n'a pas vieilli du tout et qui parle de problématiques qui sont toujours d'actualité. Par exemple, comment survivre après une agression sexuelle, l'indépendance, la balance entre progrès technique, niveau de vie, protection de la nature, etc. C'est un livre qui est formidable, qui a valu le prix Goncourt à Romain Gary quand il avait 42 ans. Ouais. Et alors, pour la petite histoire, on ne peut pas avoir 2 fois le prix Goncourt. Il a eu une deuxième fois sous pseudo. Donc, je pensais d'ailleurs à l'auteur Mohamed Bangarsar qui a eu le prix Goncourt à 31 ans. Je me suis dit, c'est pas un cadeau pour lui, parce que finalement, c'est le Graal. Et comment rebondir après ça? Est-ce qu'on va avoir l'angoisse de la page blanche? Est-ce qu'on va être un mondain qui va finalement ne plus rien écrire? Finalement, essayer de choper un Goncourt avec un pseudo, ça peut être un bon défi pour lui aussi. Je crois que vous vouliez parler de l'instrumentalisation du Goncourt. Non, pas forcément. En fait, oui. En fait, on est très dans le politiquement correct. C'est ce qu'évoquait Gérard Collard tout à l'heure. J'en sais rien. Le livre, je l'ai pas lu, mais ça m'agace un peu de dire que un auteur a eu un prix littéraire à cause, je sais pas moi, de son sexe, de sa couleur de peau, de son âge, du sujet qu'il prend. Pour moi, la littérature, c'est quelque chose d'universel, qui connaît pas les frontières de race, de couleur, de nom, etc. Mais on est au-delà de la. On parle de Christine Angot qui parle pour la énième fois de son viol. On parle de Amélie Nothomb qui parle de son père. Enfin, on est. Le mot est peut-être pas instrumentalisation, mais on est quand même dans une forme de politiquement correct, de choses un peu. Je ne sais pas si c'est politiquement correct, mais à mon avis, c'est un travers de l'art français depuis une vingtaine d'années. C'est que les auteurs parlent tout le temps d'eux. Ouais. Et donc, en fait, ils capitalisent sur soit un succès initial, soit sur finalement un aspect de leur vie privée. Édouard Louis, par exemple, il fait ça depuis 10 ans maintenant. On est un peu en boucle. Voilà, on est un peu en boucle, mais voilà. Alors, un coup de gueule, Nicolas Jeantet. Ah oui, un coup de gueule. Alors d'habitude, je parle d'Hidalgo, je parle d'immigration. Et là, je vais parler. Nous emmener à la montagne. Et là, je vais parler des pneus neige parce qu'en fait, il y a un décret qui est passé en 2020 suite à la loi montagne de 2016. Alors, il est passé inaperçu l'année dernière puisqu'il est sorti en octobre 2020, mais il est rentré en application vraiment cette année. C'est l'obligation pour tous les Français qui habitent certaines zones, donc du Jura, des Pyrénées, etc., des Alpes, de
du 1er novembre au 31 mars, d'équiper sa voiture de pneus neige. C'est obligatoire. Alors, panique générale, bien évidemment, à l'annonce de cette mesure. Rétropédalage, élection présidentielle oblige, du gouvernement qui dit c'est obligatoire, mais on ne va pas réprimander si vous ne les avez pas. En clair, on a encore une année blanche pour cela. Mais ça quand même pose la question sur 2 points. Parce qu'encore une fois, c'est une décision qui vient d'en haut, appliquée d'en haut dans les bureaux des ministères et qui arrive en bas avec 2 interrogations. D'abord, le pouvoir d'achat. Vous savez combien ça coûte des pneus neige ? Question. Non, coûte... mais j'ai vu qu'il y avait des chaussons qui c'est encore autre chose. Moins cher. Oui, alors les chaussons coûtent moins cher, il y a aussi les chaînes. Mais enfin, un pneu neige, ça coûte entre 50 et 100 euros. Et il faut équiper les 4 roues. Valérie Expert, il ne faut pas l'oublier, pas seulement les 2 devant. Hein. Bon, il faut mettre les 4 et donc ça coûte entre 250 et 500 euros. À une période où les Français les plus modestes ont des difficultés, c'est quand même une grosse facture. Et deuxièmement, c'est décidé par le préfet. Et donc il se trouve, on prend l'exemple de la Meurthe-et-Moselle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé qu'il n'avait pas besoin de pneus neige. Par contre, la Moselle à côté, sur 6 villes seulement, 61 villes du département, on aurait besoin du plan de neige. Donc on va être obligé de prendre des pneus neige pour traverser certains départements et pas d'autres. Bref, c'est une incohérence totale. Alors on aurait pu, dès le départ, par exemple, le proposer au département ou même le proposer aux régions, parce que c'est une décision régionale, qui aurait d'ailleurs mis en place une aide spécifique pour les plus modestes et qui aurait globalisé l'ensemble de cette mesure. Et encore une fois, on est dans l'administratif à tout plein. Alors, voilà. Et la com, non, vous n'êtes pas d'accord, Lucas si, totalement. En plus, je parle en tant que Haut-Savoyard, donc je suis bien placé. Le Jura, par contre, l'Ariège, qui est un département magnifique, mais l'hiver, il y a tout le temps de la neige, et bien l'Ariège a décidé qu'il n'y aura pas de pneus neige. Parmi les pléthores de stupidité qu'il y a dans cette décision, j'en vois 2. En réalité, en fait, c'est les régions qui sont le plus enneigées, en tout cas qui ont le plus de gel, c'est pas des régions de montagne. Ça va être par exemple les plaines du Massif central, ça va être la Marne, donc eux, pas besoin de pneus neige. Alors qu'en Haute-Savoie, bon d'accord, besoin de pneus neige, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en période hivernale, par exemple pendant les vacances de février, plus de la moitié des automobilistes sont des touristes de l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui vient de Paris, qui est pas habitué à conduire en montagne, qui aurait potentiellement besoin de pneus neige, mais qui lui ne sera pas soumis à la loi. Et en plus, il a souvent un pouvoir d'achat plus élevé que les locaux qui vivent sur place. C'est totalement stupide. Stéphane nous dit, mais on a tous 2 jeux de pneus en hiver et un jeu été, et on les garde plusieurs saisons. Othman, c'est sur l'administratif. Voilà. Ce que dit Nicolas Jeantet est tout à fait vrai, parce qu'on essaie de territorialiser les mesures. C'est la nouvelle formule à la mode. Très bien, mais sauf que l'État n'a toujours pas compris qu'il y avait des élus locaux, qu'il y avait des collectivités territoriales, et que c'était bien de travailler avec ces collectivités. Territorialiser les mesures, c'est pas de demander à des préfets de décider comme si c'était vraiment les représentants de c'est un grand échec pour moi de Macron. C'est insupportable. Et c'est ce fameux débat sur la décentralisation, décidément, on n'arrive pas à l'avoir et on n'arrive pas à avoir un fonctionnement qui soit adapté aux réalités du terrain dans notre pays, et ça, c'est un vrai problème. Alors, un petit mea culpa, puisque hier, on a évoqué avec Régis de Castelnau la pénurie de carton. Non, c'était Lucas, c'était pas lui, c'était Laurent Jacobelli qui évoquait la pénurie de papier, de carton. Et on en est venu à parler des pulls, les pulls de l'armée. Donc, on a cité un papier de France Bleu qui a été supprimé depuis. Donc, le porte-parole du ministère des Armées a fait un petit tweet en disant que c'était une fake news et qu'un contrat de fourniture de pulls pour l'armée française a été conclu avec 2 entreprises françaises en septembre 2020, Saint-James et Léo Minor, et que la confection est faite soit en France, soit au Maroc. En Tunisie, les matières premières sont européennes. La compétition a été menée conformément au code. Enfin, donc en gros, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de la société Regain. C'était marrant, en période présidentielle, Marine Le Pen, Arnaud de Montebourg, tout le monde s'y est mis par sa petite phrase en disant scandaleux, les pulls sont fabriqués, donc il n'en est rien, ce sont des fournisseurs français, donc c'est bien de rectifier quand on a fait une erreur. Donc là, l'État donne l'exemple. On se retrouve dans un petit instant et Othman Nasrou, on entendra votre coup de
de cœur et on attend toujours Georges Kuzmanovic. À tout de suite. Et on est ensemble avec vous en direct sur Sud Radio. Le président Georges Kuzmanovic est arrivé. Président est arrivé. Président de République souveraine et candidat à la présidentielle. Nicolas Jeantet, directeur des centristes et conseiller de Paris. Rebonjour. Rebonjour. Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine. Ça marche très bien, Décideur Magazine. Hein, honnêtement, ça marche pas mal, ouais. Vous dépassez certains grands magazines d'information. Non, parce qu'en termes de tirage, on a volontairement un tirage restreint. D'accord. Mais en revanche, on a beaucoup d'abonnements, on a beaucoup de réabonnements, on a beaucoup de rentrées publicitaires. Donc, contrairement à d'autres journaux, on n'a pas vraiment de problème de financement et on dépend d'aucune aide publique. On est 100% indépendant et rentable. Donc, il faut le souligner. C'est bien, un coup de chapeau, puisque la presse se porte pas forcément toujours très bien. Et puis je tiens à le dire, mais il me les a envoyés l'autre jour après un passage à Sud Radio, et c'est très très bien fait. Oui, c'est très bien fait. Et puis votre livre que je conseille vraiment à tout le monde, Un animal pour les gouverner tous, aux éditions Arquet. Vous racontez dans ce livre comment les politiques se servent des animaux pour conquérir un électorat ou pas que. Tout à fait. Et livre nominé au Goncourt des animaux, à le prix 30 millions d'amis. Donc c'est une bonne nouvelle. Génial, super. En tout cas, moi, je me suis régalée à le lire. Othman Nasrou, vice-président de la région Île-de-France. Donc, faut-il rendre la 3e dose obligatoire pour les personnes vulnérables? Le gouvernement y réfléchit. Édouard Philippe est-il la personnalité politique qui incarne le mieux la droite? Et puis, comment venir à bout des déserts médicaux? On évoquera tous ces sujets. On continue notre tour de table. Alors, Othman Nasrou, c'est un coup de cœur. Oui, écoutez, on va se faire un petit peu plaisir. Il y a une très grande hausse des adhésions chez LR en vue de ce congrès qui a eu lieu le 4 décembre. Et pour tous ceux qui disaient la droite est morte, c'est plus rien à faire, ça y est, c'est le dépôt de bilan, et certains qui s'en réjouissaient du côté d'Emmanuel Macron ou du côté du Rassemblement national, écoutez, on voit qu'il y a quand même encore une famille politique qui essaye d'incarner une alternative, alors que tout le monde disait que c'était fini. Donc on a quasiment un doublement des adhérents, et j'en profite pour le dire, on peut encore adhérer jusqu'au 16 novembre pour voter pour ce congrès, pour désigner, pour avoir enfin un candidat unique de la droite et du centre, vivement, pour qu'on puisse ensuite effectivement rentrer dans ce débat de la présidentielle qui décidément s'annonce compliqué et difficile à lire et très mouvante, mais on a besoin de cette candidature unique et donc on a besoin de ce congrès et donc on a besoin de ses adhérents. Et moi je soutiens sans sourciller Valérie Pécresse. Je pense qu'elle a toutes les qualités, elle l'a démontré en Île-de-France, elle a une capacité de rassembler, elle a un projet et je pense qu'elle serait une formidable candidate et une formidable présidente. Cet afflux d'adhésion, vous l'expliquez comment? Par je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent participer à ce choix. Alors, je dis afflux d'adhésion, soyons honnêtes. Évidemment, on partait de loin. Il restait 70 000 adhérents. Là, on a dépassé les 100 000. Donc, on va les doubler. On est loin des 4 millions de votants de la primaire de 2016. Et donc, ça coûte combien d'être adhérent? 30 euros. Ça coûte 30 euros et ça coûte moitié moins pour les jeunes, pour les personnes en demande d'emploi. Donc il y a une réduction, c'est entre 15 et 30 euros. Il y a même une adhésion couple. Voilà, vous voyez, donc on est vraiment dans l'aspect promotionnel de la chose. Mais tous ceux qui veulent participer ont encore jusqu'au 16 novembre pour prendre leur adhésion. Ça vous étonne ou pas Non, moi je suis un peu amer parce que vous savez que les centristes ont été écartés de cette primaire. Donc je reste, je trouve ça idiot d'ailleurs, mais enfin, je rêvais d'une grande primaire ouverte qui aurait permis de mobiliser tout le monde. Alors, on ne serait jamais arrivé aux 4 millions de la dernière fois, mais au moins 1 million, 1,5 million, ça aurait été bien pour lancer une dynamique. Ça, je le regrette parce que au final, finalement, il y aura peut-être moins d'électeurs que la primaire des Verts. Donc quand même, ça pose des questions. Après, d'une façon générale, je suis assez optimiste parce que je pense qu'aujourd'hui, on dit toujours que la droite est à la traîne. Ben non, elle ne sera pas à la traîne, je pense, après ce congrès, parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de candidats qui sont sondés. Il y en a 4. Aujourd'hui, c'est place à Zemmour, mais je pense que dès janvier, quand le candidat sera choisi, qu'il y aura une vraie dynamique. Alors moi, j'ai ma petite préférence aussi, qui est la même que notre... voilà. Mais j'espère qu'il y aura une vraie dynamique et qu'en septembre, les choses vont être lancées. Moi, je suis assez optimiste. Je pense que Zemmour va chuter à ce moment-là, quand il va annoncer sa candidature et que la droite va arriver. Et je pense vraiment encore que le duel Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour n'aura pas lieu et qu'on aura un vrai duel Macron candidat de la droite et avec mais ça serait la un vrai possibilité
l'unité. Sur quel sujet à peu près? Il y a plein de sujets sur lesquels la droite n'est pas en accord avec. Sur l'économie, l'industrie, l'Union européenne. Ce sera pareil. Il y a des choses. Enfin, décentralisation, réforme des retraites. Enfin, il y a quand même sécurité, immigration. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y a un échec total du président Macron là-dessus. Pas très bien la différence. Georges, ça concerne. Alors, il y a un auditeur qui nous dit il est candidat à la présidence, mais je vois jamais son nom dans les sondages. Il faut demander au sondeur. Oui. Ouais. Cela dit, il y a beaucoup de candidats. Hein. Il y a beaucoup de candidats, il y en a un peu qui sont testés, puis on teste principalement 2 candidats qui ne sont pas candidats, c'est-à-dire Emmanuel Macron et M. Éric Zemmour. Oui, mais voilà. Mais s'il y avait un sondage, vous pensez que ça donnerait quoi? Mais moi, je pense qu'il faut attendre les 500 signatures ou pas. Alors justement, c'est là-dessus. Les choses sérieuses commencent. Alors c'est votre coup de gueule. Pour répondre à cette question qui est légitime, les catégories populaires en France, en particulier, s'intéressent à l'élection présidentielle après les fêtes de fin d'année. Ouais. Et à partir de la mi-janvier, on commence à avoir de vrais résultats dans les sondages qui sont un peu agrégés et un peu sérieux. Alors, votre coup de gueule concerne justement ces parrainages? Mon coup de gueule concerne les parrainages et François Hollande. Parce que je suis assez surpris de voir ce président qui a été fort mauvais donner autant de leçons à tout le monde, alors qu'il a fait une réforme absolument adémocratique qui complique encore plus la vie de ceux qui veulent acquérir les 500 signatures. On ne le sait pas assez, mais il faut le dire. Monsieur François Hollande a modifié la loi. Maintenant, ceux qui parrainent ne sont plus anonymes. Jusqu'à sa réforme, tous les parrainages étaient anonymes. Donc ce dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir qu'on pourrait, quand vous êtes élu, en particulier maire, vous reprocher d'avoir soutenu tel ou tel candidat, en particulier un candidat extrémiste, et ne pas recevoir une subvention pour refaire un pont ou une MJC ou lancer un projet, je sais pas, envoyer des jeunes en vacances, le département ou la région pouvait dire vous n'avez pas le financement parce que vous avez soutenu machin ou du genou, et c'est pas bien, ça correspond pas à ce que pense le président de région. Résultat, actuellement, énormément de maires, alors je le déplore, mais ont décidé juste de ne soutenir personne pour ne pas se retrouver dans des situations compliquées. Et puis imaginez, avant on avait une relation démocratique de candidats à grand électeur, disons, maire par exemple, et vous aviez par exemple Madame Arlette Laguillet ou maintenant Madame Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière qui pouvaient présenter leur candidature et donc leur vision de la société. Sachez qu'elles étaient principalement soutenues par des maires d'hiver droite qui se disaient pour mon candidat c'est bon, il y en a 3000. Par principe démocratique, je ne suis pas d'accord avec vous, mais par principe démocratique, parce qu'il y a des gens qui croient qu'il y en a plein des petits maires de petits villages d'hiver droite sont comme ça. Chez moi je suis pour la démocratie, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais je vous soutiens pour que vous puissiez présenter vos idées. Au nom de la liberté. Et ça, au nom de la liberté. Ça c'est formidable, ça a disparu. Parce que maintenant, vous pouvez vous retrouver, imaginez vous êtes maire dans une petite communauté de 1500, vous êtes d'hiver droite, et vous appelez, je ne sais pas, Roger, et puis il y a Maurice qui veut la place depuis 2 mandatures, et puis il vous dit non, il a soutenu les trotskistes. Évidemment, plus personne ne va le faire, en plus de l'autre problème dit précédemment. Donc c'est une réforme absolument démocratique, et c'est tout à fait désespérant quand on se dit socialiste. Oui, parce que pour avoir eu quelques retours, c'est très compliqué aujourd'hui. Effectivement, les maires, quel est leur intérêt de s'engager pour un candidat, à moins de faire partie? Non, vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit je comprends que c'est une difficulté supplémentaire, et le but de ce système de parrainage, c'est d'avoir un filtre, parce qu'on ne va pas non plus avoir 1000 candidatures. Et je comprends que le filtre ne doit pas être trop difficile. Mais quand on parraine, je ne comprends pas si on est prêt à parrainer, on devrait être prêt à assumer son parrainage. Et moi, l'idée de l'anonymat, pour moi, c'est jamais une valeur qui est fondamentale. Mais je comprends que c'est une difficulté aujourd'hui. Mais très honnêtement, si un maire veut parrainer aujourd'hui, il peut l'assumer. Enfin, je veux dire, on ne va pas non plus expliquer que quand on parraine un candidat... Le résultat, c'est que les grandes formations politiques comme la vôtre, ou le Parti socialiste, qui ont beaucoup d'élus, peuvent prévenir, attention, si vous votez pour machin, ou par exemple, M. Faure l'a dit clairement, si on a des élus socialistes qui votent, qui soutiennent M. Mélenchon ou M. Montebourg, quick, ça sera pour les subventions. Oui, enfin, M. Mélenchon n'a pas de problème à avoir ses propres parrainages. Votre parti le fait aussi. Non, mais ce que j'essaie simplement de vous dire, c'est que lui doit se dire, quand on parraine, il faut être prêt à assumer l'élu qu'on veut pousser. Je veux dire, sinon, ça veut dire qu'on n'est pas en capacité non plus de trouver un écho auprès des électeurs. Lucas Jakubowicz, est-ce que ça a encore un sens, ces 500 parrainages
parrainage, effectivement, c'est un filtre pour empêcher qu'on ait 50 ou 100 candidats. Tout à fait, ça a un sens. Et alors, à mon avis, les candidats qui vont avoir le plus de difficultés à avoir les parrainages, c'est ceux qui sont, entre guillemets, dissidents d'un grand parti. C'est-à-dire que, par exemple, Arnaud Montebourg, pour lui, ça va être très très difficile, parce que les élus PS qui veulent le soutenir devront, entre guillemets, sortir du bois. Donc ça va être très difficile pour eux. C'est une candidature autonome, je pense, par exemple, centre droit. Imaginons, par exemple, Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI. Ça va être très difficile aussi pour lui. Après, pour les partis qui sont... Non, enfin, il aura un bruit. Enfin, il y a un grand parti d'élus locaux. Les élus locaux, les territoires sont beaucoup divers droite. C'est vrai qu'il y a beaucoup donc je pense qu'il n'aura pas de difficulté. Mais par exemple, quelqu'un comme Dupont-Aignan, ça va être aussi très très difficile. Mais je prends l'exemple d'une amie à moi qui était Ramayad, qui avait été candidat, qui est maintenant aux États-Unis, qui n'avait pas réussi. Elle à 50 parrainages près. Et je me souviens qu'elle m'appelait, je vais faire une confidence, elle m'appelait le soir tard dans la nuit, elle était dans un petit hôtel Ibis, dans telle région, elle me dit « Oh là là, demain j'ai rendez-vous avec 3 maires, je viens avec ma petite sacoche, je viens frapper à la porte du petit village. » Bon, alors après, c'est tout le débat, comment présélectionner les candidats à l'élection présidentielle. Il faut bien un moment, on est d'accord. Il faut bien qu'il y ait un moment une présélection. Alors, peut-être qu'effectivement, il ne faut pas la publication, et peut-être que ce montant, enfin le nombre de parrainages est peut-être un tout petit peu élevé, il faudrait un peu le baisser. Mais de toute façon, il faut bien un moment, sinon on aurait 100, 150 candidats. Je ne critiquais pas le filtre. Et ni les 500 d'ailleurs, c'est très très bien. C'est la publication. C'est la publication, c'est ça le problème. C'est pas le fait qu'il y ait un filtre. Mais elle a été faite. Et ça rend possible ce que vous décrivez. L'arrière-pensée. Et puis après, il faut aussi se mettre vraiment dans la tête de François Hollande au moment où il a fait cette réforme. Jospin, il n'est pas arrivé au deuxième tour en 2002 parce qu'il y avait plein de petites candidatures de gauche qui ont grignoté 1% par-ci, 1% par-là. Alors pourquoi est-ce que M. François Hollande a fait une autre réforme, a tenté et qu'il n'a pas obtenu? C'était de ne plus envoyer les professions de foi dans l'enveloppe draft à tous les Français. Il ne l'a pas obtenu, il a fait autre chose qui revient quasiment au même. On a vu les catastrophes à la dernière régionale, c'est que ça ne passe plus de manière obligatoire par la poste, mais par des sociétés privées. Résultat, chaos total aux dernières régionales. Ça, c'est une volonté de M. François Hollande. Si vous arrivez à me justifier en quoi celle-ci était nécessaire pour éviter qu'il y ait des candidats qui empêchent un monsieur Jospin ou un François Hollande d'arriver au second tour, je vous paye. Là, c'est juste l'idée de se dire on va faire confiance au secteur privé et puis ça marche pas et voilà. Non, à mon avis, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Bien sûr que oui. L'arrière-pensée, c'est que les catégories populaires ne votent plus à gauche, en particulier ne votent plus Parti socialiste depuis 2001, et que 50%, toutes les enquêtes électorales de sociologie électorale le montrent. Les catégories populaires se déterminent à 50% du vote à la présidentielle avec cette enveloppe draft. Tout à fait. Et même au moment du vote, même, les étudiants, en famille, avec des amis. Pas que les catégories populaires. C'est vrai que c'est important. Dans un moment où on a beaucoup d'abstention, la meilleure idée, c'est peut-être pas de vouloir effectivement les dématérialiser, même si je comprends qu'il y a un sujet d'écologie et d'économie papier. Voilà. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve dans un instant avec vous pour parler de cette troisième dose pour les personnes les plus vulnérables. À tout de suite. Alors avant de parler de la troisième dose, j'évoquais hors antenne le cas des Dalton dont nous avons parlé hier, et Osman Nasroum disait que ça avait failli être votre coup de gueule, donc je pense qu'on peut en parler parce que hier on l'a commenté assez abondamment, le fait que ces Dalton, l'un d'entre eux n'ait été condamné qu'à 8 mois avec sursis, 100 € d'amende, je rappelle ce que disait Mathieu Valette hier, le policier, en disant quand on ne met pas le masque c'est 130 €, là c'est 100 € d'amende, un stage pas de citoyenneté mais de sécurité routière. Et donc hier, 2 d'entre eux se sont rendus sur le stade à Lyon, sur un stade lors d'un match OL Sparta Prague. Donc ils ont été arrêtés. On verra ce qui va leur être réservé. Mais en tout cas, ils ont fait savoir, ces Dalton, qu'ils recommenceraient. Ils ont raison de le dire d'ailleurs. Évidemment, ils ne sont pas condamnés. S'il n'y a aucune sanction, si ils ressortent libres comme ils sont arrivés, c'est inacceptable. Moi, je n'ai pas l'habitude de commenter des décisions de justice, mais à un moment, il faut le dire, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. C'est inacceptable que ces individus qui narguent ouvertement sur les réseaux sociaux, qui défient tout le monde, qui défient la loi, ils sont arrêtés et ensuite ils sont libérés sans même faire une journée de prison, alors qu'ils mettent en danger leur propre vie, mais ça, c'est leur problème. Mais la vie d'innocents, on a régulièrement des décès de gens qui n'ont rien demandé, qui passaient par là au mauvais moment, qui se prennent ces rodéos sauvages et qui se prennent et qui décèdent. Et je veux
dire, et là, on ne les condamne même pas de la prison ferme. Je veux dire, c'est inacceptable. Et puis la nuisance. Et alors, je sais pas si vous voulez. Ah non, mais moi j'ai un avis très tranché là-dessus. Tant qu'on ne construira pas des prisons et qu'on fera des peines de 1 jour, 2 jours ou 3 jours, oui, ce que propose Xavier Bertrand. Il n'y a que la liberté que les gens ont peur de perdre. Donc tant qu'on ne mettra pas les gens en prison pour des petites peines d'1 jour, 2 jours dans des prisons spéciales, comme on le fait dans les pays du Nord, on n'arrivera jamais. Voilà, donc il faut priver ces gens de leur liberté pendant quelques jours pour qu'ils comprennent. Vous savez, quand on va dans un tribunal et qu'on sort avec mandat de dépôt immédiat pour faire un père de famille ou un jeune pendant 3 jours qui ne rentre pas chez lui, je peux vous dire qu'à mon avis, ça reste marqué dans les esprits. Mais quand on sort de prison avec 3 mois de prison avec sursis, le sursis c'est quoi? C'est la liberté finalement. Ça ne sert strictement à rien. Et d'ailleurs, moi je commence à en avoir assez qu'on se dise à chaque fois, on ne peut pas commenter les décisions de justice. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on commence à commenter les décisions de justice quand on n'est pas pas d'accord. Voilà, c'est tout. Et c'était aussi mon coup de gueule. C'était d'ailleurs un des problèmes de mon coup de gueule. C'est bien, on l'évoque en sujet. Hier, je trouvais un article qui expliquait qu'en Grande-Bretagne, les policiers britanniques tamponnent les motards plutôt pour arrêter ceux qui sont en fuite, des voleurs qui sont en fuite. Donc ça fait évidemment polémique là-bas. Mais les policiers sont entraînés à faire chuter ces motards. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut une technique particulière. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de morts. Parce que, déjà qu'on a du mal à les réprimer. Donc, et puis alors là, ça veut dire qu'il y a une violence urbaine dans le tamponnage. Non, le tamponnage, c'est un peu extrême, c'est un peu de la colère, mais sur le fait que oui, cette défiance vis-à-vis de la police. Et l'autorité publique en général, d'ailleurs. Non, mais tout a été dit sur les décisions de justice. Moi, j'ai juste un peu mal au cœur pour les policiers qui font un travail d'enquête, d'investigation, d'interpellation. Et souvent, en fait, quand ils remettent la personne arrêtée à la justice, ils savent d'avance que ça sert à rien. Et je me dis, on a l'impression de faire un travail de Sisyphe. Voilà, j'ai enfin un peu de peine pour les policiers. Georges, président, il ferait quoi? Arrêter le laxisme. Et puis, si j'étais président, j'aimerais bien comprendre pourquoi certains finissent aussi vite en prison alors qu'ils n'ont aucun casier judiciaire. Je pense aux Gilets jaunes. Avec une répression, pour le coup, qui est sauvage, brutale, et avec un système judiciaire qui fonctionne très très bien, vu qu'il y a eu 3000 condamnations immédiates, et dont 1200 à la prison ferme, pour des gens qui n'avaient jamais rien fait, parce qu'ils manifestaient, parce qu'ils en avaient marre de la justice sociale et fiscale, et d'autres qui cassent dans manifestations spécialisées dans le domaine, ou qui font des rodéos, puis qui, visiblement, ont beaucoup plus de mal à les mettre en prison. Vous connaissez 3000 personnes qui ont été condamnées alors qu'ils n'ont rien fait du tout? Juste pour manifester à de la prison ferme? Oui. Écoutez, vous me donnerez les noms parce que vous avez mis des incohérents. Vous savez qu'il y a eu 700 blessés graves quand même. Ouais, mais ça, c'est... Attendez, là, on parle des décisions. Les gilets jaunes qui manifestaient même un peu bruyamment et qui se retrouvent avec de la prison ferme. Enfin, excusez-moi, je ne veux pas. On dit souvent que la justice est laxiste. Justement, il y a eu des directives pour le coup du parquet, donc de l'exécutif, pour que les sanctions soient lourdes. On a fait peur aux gens pour qu'ils ne manifestent pas. En tout cas, il y a une répression assez sévère des gilets jaunes. Quand la justice veut, elle peut, visiblement. Qu'ils aient été à tort ou à raison condamnés. Pas le sujet. Ceux-là pourraient être condamnés à raison, ils ne le sont pas, on se demande bien pourquoi. Il est temps qu'on en finisse en tout cas avec ces rodéos. Vous me disiez, Othman Nasrou, que oui, même à Paris, il y en a partout dans toutes les grandes villes. Oui, et c'est le symptôme vraiment d'une grande impunité, du fait que la loi n'est plus respectée. Donc on a des rodéos partout qui dérangent beaucoup d'habitants, mais vous avez aussi du trafic de drogue au vu au-dessus de tout le monde sans que on s'en émeuve plus que ça. On a un sujet dans notre pays du respect des règles, du respect de la loi et de l'autorité de l'État. C'est incontestable. Et ça devient très préoccupant. Et aussi, on a un problème dans ce pays, ce sont les réseaux sociaux. Parce que bien évidemment, tout ça est filmé et mis en scène pour être publié, soit en direct, soit après, sur les réseaux sociaux. Et le nerf de la guerre dans les violences urbaines aujourd'hui, que ce soit les rodéos, les rixes, ou même le harcèlement moral et sexuel à l'école, ce sont les réseaux sociaux. Et tant qu'on n'aura pas pris ce problème à bras-le-corps, on aura toujours des problèmes de violence urbaine. Voilà. Quelle qu'elle soit. Faut-il rendre la 3e dose obligatoire pour les personnes vulnérables? On assiste à une reprise de l'épidémie du Covid. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On nous annonce une intervention du président de la République dans les prochains jours. Et il semblerait que le gouvernement réfléchisse à rendre la 3e dose de vaccin obligatoire, en particulier pour les personnes fragiles, personnes âgées, personnes avec des comorbidités. 2,5 millions de personnes aujourd'hui ont effectué leur
leur rappelle, mais c'est vrai qu'on sent une petite réticence de gens qui disent bah, 2 doses ça va, j'ai des défenses immunitaires suffisantes. L'OMS alerte en tout cas sur un risque d'aggravation de la pandémie en Europe. Donc est-ce qu'il faut une 3e dose et en tout cas la rendre obligatoire? Et je précise que ce matin, le pass sanitaire a été prolongé jusqu'en juillet. Décision dénoncée par l'opposition, dont Patrick Kanner qui dit c'est une décision politique. Othmane Nasrou. Oui, là-dessus, simplement, le Sénat avait raison, je pense, de vouloir conditionner les choses au mois de février et pas d'enjamber l'élection présidentielle. Moi, j'ai pas de difficulté sur le pass sanitaire en lui-même, mais je comprends parfaitement qu'il y ait un contrôle parlementaire quand il y a des mesures, quand même, de restriction de liberté. Donc, c'est pas des mesures qu'on prend comme ça à la légère. Et je ne comprends pas l'intérêt de vouloir prolonger ça au-delà et d'enjamber l'élection présidentielle. Je pense qu'il fallait laisser le Parlement donner toutes les garanties pour que les choses se passent. C'est déjà assez compliqué de gagner la confiance des habitants. Il y a une défiance sur ces sujets-là, donc je ne comprends pas cette volonté toujours de passer en force, même si encore une fois je le dis, moi j'ai pas de sujet sur la vaccination et j'ai pas de sujet sur le pass sanitaire en lui-même qui nous évite certainement des mesures de restriction plus difficiles, donc très bien, mais j'aimerais que ça se fasse dans un cadre démocratique plus cadré. Quant à la 3e dose, moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire obligatoire. S'il s'agit, ni la première ni la deuxième ne sont obligatoires. Certes, il y a une contrainte avec le pass sanitaire. Donc j'imagine que ça veut dire que le parcours vaccinal ne va pas être considéré comme complet pour certaines personnes. Mais qui sont ces personnes vulnérables? Enfin, tout ça est encore extrêmement flou aujourd'hui. Et on a besoin d'entendre les médecins, on a besoin d'entendre la communauté scientifique. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que le gouvernement ne les met plus en avant, comme on l'a eu à un certain moment de la crise sanitaire. On avait ces avis. Parce que moi, je ne suis pas médecin. Si les médecins considèrent qu'effectivement le rapport bénéfice-risque, il se justifie sur la 3e dose au bout de 6 mois après la 2e dose, etc. Moi, j'ai pas de difficulté, c'est un choix médical. Et encore une fois, je veux insister, ça n'est pas obligatoire, ça pourrait être conditionné évidemment à la validité du pass sanitaire, mais tout ça, il faut l'expliquer. Et je ne vois pas du tout cette pédagogie aujourd'hui de la part du gouvernement. Alors, Georges Kuzmanovic. Entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. La raison, c'est peut-être que c'est McKinsey et pas les instances qui devraient le faire, qui organisent la campagne vaccinale en France. Et c'est toujours McKinsey qui l'organise pour le gouvernement. Je ne sais pas pourquoi ce gouvernement ne se base pas sur les personnels compétents. On en a beaucoup en France, dans le système de santé, pour organiser cela, ou nos militaires. Bon, ils préfèrent une officine américaine, c'est tout à fait étonnant. Qui fait du conseil. Maintenant, sur la 3e dose, j'ai des vagues souvenirs en virologie, je suis un peu surpris. C'est-à-dire qu'on est face à un virus, comme la grippe, donc qui peut muter. S'il mute, à ce moment-là, il faut un autre vaccin, parce qu'il a muté, donc c'est comme la grippe. Vous savez, on a des vaccins tous les ans, c'est parce que on fait un vaccin qui est adapté aux mutations du virus de la grippe de cette année. S'il n'y a pas de mutation et que c'est les mêmes vaccins, je vois mal l'intérêt au regard de ce qu'ont dit les scientifiques avant. C'est-à-dire que quand on a eu 2 doses ou quand on a été malade plus un vaccin, a priori, justement, on a des défenses immunitaires. Sinon, c'est pas un vaccin. Qui baisse, ça faiblisse avec le temps. C'est une particularité vraiment tout à fait étonnante de ce virus. Ça voudrait dire simplement qu'il mute. Mais dans ce cas-là, c'est un autre vaccin. Et à ce moment-là, il faudrait être clair. C'est pas le seul. Hein. Il y a des vaccins pour lesquels il y a des rappels. Hein. Oui, mais c'est pas tous les 6 mois. Je vous rappelle. Parfois, c'est même plus longtemps que ça. L'immunité dure très longtemps. Là, une immunité de 6 mois, c'est pas terrible. Oui. Alors, on va y revenir dans un instant avec vous. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300, nous dire pourquoi vous ne vous ferez pas vacciner pour la 3e dose. À tout de suite sur Sud Radio. Les débats avec vous, et nous parlons de la 3e dose. Sera-t-elle obligatoire? Le président de la République doit s'exprimer dans les jours qui viennent, peut-être pour annoncer cette obligation pour les personnes fragiles. 0826 300 300, dites-nous si vous avez déjà fait ce rappel, si vous le ferez ou si vous ne le ferez pas. On vous attend. On est avec Georges Kuzmanovic, Nicolas Jantet, Lucas Jakubovic et Othmane Nasrou. Lucas, on vous a pas entendu sur le sujet de cette 3e dose Oui, tout simplement parce que ça m'embête un peu de parler sur le sujet. En fait, il y a un terme dont je me méfie absolument, il est un peu savant, ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme. C'est la capacité en fait de parler de tout et de rien, notamment sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. La santé, c'est sérieux. La santé, c'est sérieux. Moi, je suis journaliste politique.
Je sais pas du tout, j'ai aucune connaissance en virologie. C'est pas à moi de prendre position. Et je rejoins totalement Haussmann sur ces sujets-là. C'est vraiment les médecins, les professionnels de santé. Tu peux prendre position en tant que citoyen aussi. Oui, mais ça porterait pas grand-chose au débat. Autant sur par exemple, sur les questions politiques, voilà, j'écris dessus depuis des années, j'ai des connexions, des réseaux. Je peux parler, je peux dire peut-être des choses qui ont plus de plus-value. Vous avez raison. Mais sur les questions de santé, voilà, je veux pas. Vous n'avez pas tort. Voilà. Non, vous avez raison. Vous avez raison, mais vous avez raison. Vous avez complètement raison. Comme dit ma grand-mère, quand on sait pas, on dit pas. Oui, non, mais après, politiquement, il y a une question. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, s'il prend cette décision-là, ça peut se commenter d'un point de vue politique. Oui, mais on a vu depuis le début que la plupart de ces décisions ont été prises en conseil sanitaire et que donc à chaque fois, il suit en fait les directives des scientifiques. Et comme les scientifiques, c'est ce que disait Jean Kuzmanovic, sont parfois en désaccord les uns les autres, c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression d'une stratégie vaccinale et sanitaire qui fait des zigzags, mais c'est vraiment lié justement au positionnement des scientifiques et c'est vraiment à eux qu'il faut faire confiance. Ouais. La prolongation du pass sanitaire, nos auditeurs réagissent sur le fait qu'on va aller voter avec un pass sanitaire, puisqu'a priori, c'est ça le problème. On a prolongé, c'est pas a priori, le texte qui a été voté au Parlement a autorisé le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Normalement, il n'y a pas besoin de passe sanitaire pour voter. Ça n'avait jamais été la règle. Même là, il y a eu des élections partielles qui ont eu à avoir lieu. Le pass sanitaire n'est pas requis. Et heureusement, moi, il n'en est pas question. Il y a un moment où, c'est là où j'entendais ce qu'il disait avec intérêt, mais les scientifiques émettent des recommandations, le politique, il arbitre aussi, et parfois, même si les bénéfices et les risques ne sont pas évidents, il peut faire un choix. Et dans l'exercice démocratique, pour moi, il n'est pas question qu'il y ait un filtre qui est celui, etc. Au régional, le pass sanitaire n'était pas requis. On ne demandait pas le pass sanitaire. Même pour les réunions publiques de campagne, le pass sanitaire n'est pas obligatoire. On demandait de mettre le masque. Parce qu'on considère que la participation démocratique est, même s'il y a un risque sanitaire, elle est plus importante que le reste. Et ça, je pense que c'est une idée importante. C'est bizarre, ça veut dire qu'on aurait peut-être des meetings politiques avec des dizaines de milliers de personnes sans pass sanitaire, parfois sans masque. Et après, on peut aller au café après. Et après, le jour J, la cohérence. Alors, il y a aussi il y a un protocole qui est mis en place, il y a des masques, le masque est obligatoire à l'intérieur, la distanciation, on peut éviter les rassemblements en intérieur de plus d'un certain nombre de personnes. C'est ce qui s'est passé pour les régionales, d'ailleurs. On peut faire n'importe quoi. Mais on n'a pas besoin d'un pass sanitaire pour voter, et heureusement. En tout cas, ce qui va être drôle, c'est que s'il y a un pass sanitaire, et si par miracle, mais j'en doute fort, Florian Philippot arrive à avoir ses 500 signatures, on va avoir peut-être des antivax qui vont aller présenter leur pass sanitaire et voter avec un masque. Oui, absolument. Parlons donc de ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. C'est notre balise en fait d'opinion. Avec cette question, pour chacune des personnalités suivantes, diriez-vous qu'elle incarne bien ou mal la droite aujourd'hui? Plusieurs noms étaient proposés: Édouard Philippe, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Emmanuel Macron, Éric Ciotti, Éric Zemmour, Philippe Juvin. Et c'est Édouard Philippe qui arrive en tête avec 61% des sondés qui estiment qu'il serait le mieux placé, qu'il représente, qu'il incarne le mieux la droite. Il est suivi par Xavier Bertrand, 56%, Valérie Pécresse, 52%, Michel Barnier et Emmanuel Macron à 50%. Emmanuel Macron, c'est vraiment le en même temps. Et le presque candidat Éric Zemmour, lui, 34% des avis positifs. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce sondage, peut-être, alors, parce que vous êtes un expert politique et non pas sanitaire, cher Lucas Jakubovic. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on voit, et c'est très rigolo, c'est qu'effectivement, en fait, il y a une idée reçue qui consiste à dire que Emmanuel Macron s'est droitisé au cours de son quinquennat. En fait, la plupart de ses électeurs viennent plutôt de la gauche. Et c'est ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, Anne Hidalgo décolle pas et a un score très très faible. Le vivier d'électeurs pour Emmanuel Macron, il est allé à chercher à droite en 2022. Et justement, Horizon et donc Édouard Philippe, ça va être un immense atout pour Emmanuel Macron, parce que ça va lui permettre justement d'aller séduire cet électorat de droite, en allant directement chercher les électeurs, et deux, en débauchant des élus de ton parti, par exemple Arnaud Robinet qui est parti, Hubert Falco, etc. Et donc là, en fait, ce sondage vraiment va donner raison à la stratégie macroniste en 2022, qui consiste à dire, en fait, LREM, c'est un bide, ça sert à rien, on fait une espèce de fédération de progressistes, avec une aile droite qu'on va structurer, Horizon autour d'Édouard Philippe, qui est le plus populaire à droite. Donc, à mon avis, c'est un immense atout pour Emmanuel Macron, et ça permettra peut-être à Édouard Philippe de se positionner comme dauphin
En 2027. Ouais. Ouais. Oui, moi je pense qu'il y a une vraie stratégie Nicolas d'Édouard Philippe, c'est celle de la cohabitation. C'est-à-dire que bon, si la droite passe, je pense que Horizon ne verra jamais le jour et ne présentera jamais les candidats. En revanche, si Macron passe, tout le monde pense qu'éventuellement il y a une cohabitation, et pour éviter que cette cohabitation se fasse avec la droite, il va essayer de purger en fait et de créer une nouvelle forme un peu jupéiste de droite modérée, et donc de présenter un candidat un peu partout, et ensuite de faire une espèce de coalition à l'allemande au Parlement entre LREM, Horizon et le MoDem. Et là, sa stratégie sera très simple, c'est d'être élu au perchoir de l'Assemblée nationale, de rester pendant les 5 ans au perchoir à l'Assemblée nationale, et après de se présenter comme candidat à la présidentielle. Sa stratégie, pour moi, elle est claire et nette. Après, est-ce que Macron va réussir à l'élection présidentielle? C'est une stratégie de long terme finement pensée. Ben, je pense que c'est sa stratégie. Moi, j'en suis persuadé. Et je peux témoigner, puisque beaucoup de mes élus, et là, je voulais revenir sur ce que tu viens de dire à l'instant, tu dis Arnaud Robinet, etc. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a atteint son plafond de débauchage d'élus. C'est toujours les mêmes dont on entend parler. Arnaud Robinet, Christophe Béchu, etc. Et moi, je sais que certains de mes élus sont approchés. Ils m'appellent d'ailleurs aussitôt après. Non, tiens, on a été appelé, c'est Christophe Béchu, d'ailleurs, le maire d'Angers, qui est à la manœuvre. Mais en fait, ils n'arrivent pas à grossir pour l'instant les troupes. Et je pense qu'il va attendre en fait avril et le résultat de l'élection présidentielle pour éventuellement présenter des candidats. La ligne de LR, si LR va essayer d'aller courir après Zemmour, non, je pense pas, etc., ils peuvent perdre une partie de leur centre. Aujourd'hui, tout ça, c'est une stratégie d'apprenti sorcier de la part d'Emmanuel Macron, parce que on voit que tout ce calcul qui a consisté depuis le départ à vouloir enterrer les partis de gouvernement, à débaucher les uns les autres, etc., finalement, ça n'a fait que faire monter l'extrême droite, que faire monter le populisme. Et moi, je trouve que c'est une stratégie très dangereuse de sa part, et que quand on veut se positionner comme c'est Macron ou le chaos, attention, on va finir par avoir le chaos. Je veux le dire très clairement, parce que je trouve que c'est pas à la hauteur des enjeux. La réalité, c'est que ce qui reprochait Emmanuel Macron sur sa droite, c'est une impasse sur un certain nombre de sujets. Sur la sécurité, on en a parlé depuis tout à l'heure. Il a promis 15 000 places de prison. On en a eu 2000. Voilà, 2000 et encore 2000 et encore qui ne sont pas encore toutes livrées aujourd'hui. Et les 2000, c'est l'ancien sous François Hollande qui vous avait été commandé. Donc en fait, il a commandé. On n'y est pas du tout. Donc il n'a commandé aucune place de prison. Alors si, il en a commandé pour le quinquennat d'après. C'est très tardif. Mais pour le quinquennat lui-même, il n'y a rien du tout. Alors il y a eu la Covid, il y a eu une place de prison qui sera livrée sur ce quinquennat du fait d'une décision d'Emmanuel Macron, contrairement à ses engagements de campagne. Je ne parle pas de la suppression de postes dans la fonction publique. On peut construire quand même des engagé sur 120 000 suppressions. Donc moi, la politique de droite, je ne la vois pas. La politique de droite, je ne la vois pas. D'accord. Mais ce qui nous interroge, c'est ces 61% pour Édouard Philippe. Georges Kuzmanovic. Moi, je vais être en désaccord avec votre ronron explicatif et qui contribue à cette abstention massive. Candidat à la présidentielle, j'imagine. Exactement. Et d'ailleurs, nous rompons le clivage gauche-droite, en tout cas tel qu'il est entendu médiatiquement. C'est pour ça que notre slogan, c'est reprendre le contrôle avec De Gaulle et avec Jaurès. Parce que est-ce que vous seriez bien en peine de m'expliquer en quoi être de droite a quelque chose de particulier par rapport à être de gauche de gouvernement? En fait, il se fait que depuis 1983, la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement sont parfaitement et totalement en accord sur les politiques économiques et les politiques européennes. C'est pour ça que M. Macron, ministre de l'économie d'un président dit de gauche, a débauché des grandes figures, quand même, M. Édouard Philippe est maire, et puis c'était le grand lieutenant de M. Alain Juppé. C'est pas rien dans votre parti à l'époque. Son Premier ministre était Édouard Philippe, son ministre de l'économie était M. Bruno Le Maire, son ministre du budget était M. Darmanin. C'est-à-dire que la politique économique de Macron, dès le début, est trustée par des figures importantes de LR. On peut faire semblant de dire que ce sont des traits de son parti. La réalité, c'est que, et c'est pour ça que c'est intéressant, vous parlez, vous avez tout à fait raison. Donc vous approuvez la stratégie de Macron, on l'a vu en même temps, finalement. Non, je vous entendais discuter, vous avez parlé de prison. Pas 15 000 places, mais 2 000. En fait, les différences vont se faire sur ces questions-là. Est-ce qu'il réprime assez? Ce ne sont pas des petites questions. Mais bien évidemment. Mais sur les politiques économiques, industrielles et d'indépendance de la France, de réindustrialisation, c'est strictement le même programme. C'est pour ça que la droite et les candidats actuels de la droite n'existent pas et n'existeront pas, parce qu'il n'y a pas de De Gaulle. Il n'y a rien du tout. Il y a la continuité d'une même politique qui exaspère les Français, parce que c'est ça qui fait la désindustrialisation, c'est ça qui fait le chômage, et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'espoir. Et si
la droite, quel que soit votre candidat, s'il ne change pas le rapport à l'Union européenne et à la manière de mener la politique économique, eh ben, ça sera du pareil au même. Voilà, mais je ne comprends pas ce qui vous fait dire que c'est pareil. Prenons un seul exemple, la pression fiscale qui est un élément de compétitivité. Édouard, le maire et Darmanin n'ont aucun on problème. n'a pas du tout la même ligne sur le niveau de pression fiscale qu'on veut dans notre pays, sur les impôts de production, sur le niveau de dépenses publiques. Vous voulez dire que LR n'était pas content avec la flat tax, avec la suppression de l'ISF et ces choses-là ? Attendez, vous pouvez pas me dire à la fois qu'il faut réindustrialiser le pays et qu'il ne faut pas baisser la pression fiscale. Sauf qu'aujourd'hui, on a le record mondial des prélèvements obligatoires. Et ça, excusez-moi, c'est sous le quinquennat d'Emmanuel Macron et ça n'a pas le soutien de la droite républicaine. Vous mesurez des choses qui sont c'est pas l'invoqué de Gaulle. Mais là où je rejoins Georges, c'est ce sentiment quand même confus dans la population. Qui a été entretenu mais c'est entretenu, c'est voulu. Qui est voulu volontairement. Enfin, Nicolas Sarkozy était aussi allé chercher des ministres de gauche à l'époque. Enfin, il y a cette espèce de consanguinité. Et on n'a jamais dit que Nicolas Sarkozy menait une politique de gauche. Non, mais lui, il est allé chercher. Qui Macron a-t-il nommé la Cour des comptes ? Il faut revenir vers un candidat à droite et non pas un candidat en même temps, ou alors pour certains. J'insiste, regardez qui l'a nommé à la Cour des comptes. Emmanuel Macron. Pierre Moscovici. D'ailleurs, Colère a travaillé avec lui. Tout ça est une mafia absolument insupportable. Et qu'est-ce qu'a dit monsieur... Mafia, c'est... C'est un grand terme. Le grand corps d'État. Sur MSC et Alstom, il me semble que c'est Olivier Marleix qui a fait le rapport sur la vente d'Alstom. Il est à la limite à chaque fois dans ses interviews de dire c'est de la haute trahison en parlant d'Emmanuel Macron. Il ne le fait pas parce qu'il est député, mais c'est de ça qu'on parle. Parce qu'il a vendu une industrie stratégique qui fait les turbines de nos sous-marins nucléaires. On s'est laissé déposséder d'une industrie importante au profit de General Electric. Très largement participé et arrosé tous les gens qui après ont payé sa campagne. Ça s'appelle de la corruption d'État de très haut niveau. Mais je prends la responsabilité de dire ça, mais les gens peuvent tenter des procès s'ils ont envie. Maintenant, la sortie de M. Moscovici est ahurissante. Il est président de la Cour des comptes, nommé par Emmanuel Macron, et il vient de se poser en censeur des bons programmes. Je vous mets dans le mille qu'il va trouver que le bon programme va être celui de M. Emmanuel Macron, de Mme Hidalgo et du candidat de la droite, celui qui sortira du chapeau de votre congrès, parce que ce serait une conformité sur le programme, c'est-à-dire pas de dépenses publiques, rembourser la dette qui n'est jamais remboursée et conformité totale aux politiques imposées par la Commission européenne. On ne va pas faire un débat entier sur la politique européenne. Imposer, on signe des traités, ensuite on s'étonne qu'on ne les respecte pas. Je veux dire, il y a un moment aussi, si on avait peut-être des dépenses publiques bien gérées comme l'Allemagne, peut-être qu'on pourrait donner des leçons au reste du monde. L'Allemagne a 17% de pauvres et la Banque centrale et la Deutsche Bank est au bord de la faillite. Oui, l'Allemagne a un excédent commercial qu'on est très loin d'avoir. Oui, qu'elle a fait sur le dos de la France. Super, grâce à l'Union européenne. On marque une petite pause et on va parler des déserts médicaux, phénomène récurrent depuis une trentaine d'années, partout en France, grande et également dans les grandes villes. Oui, ce que j'allais dire. À Paris, on a des problèmes de déserts médicaux. Absolument. On y revient dans un instant. Avec vous sur Sud Radio, je voulais qu'on parle des déserts médicaux. Oui, ça ne fait pas forcément la une de l'actualité. Hier, c'est Laurent Wauquiez qui tweetait: les urgences de l'hôpital d'Ambert ont dû fermer faute de médecins. C'est inacceptable. Une solution doit immédiatement être trouvée pour nos habitants. Quand on a la volonté d'agir, ces solutions existent. La région y prendra toute sa part. Réponse d'un médecin urgentiste. Il lui dit: il y a la fée, elle va venir, elle va transformer tous les petits chats en infirmières et aides-soignantes et les petits lapins en médecins. Une solution doit être trouvée. Les mecs n'ont même pas honte. Et c'est vrai que c'est partout, on le disait, c'est partout en France. Ça fait des années que ça dure. Il y a des médecins roumains qui viennent, qui parfois parlent à peine français, qui viennent s'installer, qui repartent. On ne trouve pas de médecins. À Paris, c'est la même chose. Je vous ai fait la démonstration pour trouver un ORL, c'est quasiment mission impossible. À l'hôpital public, la Riboisière spécialisée en ORL, c'est le 1er avril, le prochain rendez-vous, c'est pas une blague. Et sinon, il faut aller aux urgences et attendre 8 heures. 8 heures ou 6 heures. Voilà. Donc, et c'est pas fait pour. Et c'est pas fait pour ça. Sauf que qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais il y a deux problèmes. Là. Il y a d'abord le problème des études et le problème de recrutement des médecins. Et donc, on a remplacé le numerus clausus par du numerus apertus, mais on voit que ça colle pas. Le passage de la première à la deuxième année, de la deuxième année à la troisième année ne passe pas. Et donc, finalement, on ne sort pas assez de médecins. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, c'est une profession qui fait plus rêver. On sait que les internes bossent soit 90 heures, ils ont des salaires très bas, et
et ils sont toujours pas médecins. Donc vraiment, il y a une attractivité de la profession. Il n'y a pas de passerelle pour faire des spécialités très vite. Il faut attendre des années et des années. Donc il y a vraiment, je pense qu'il faut remettre, et c'est le prochain président de la République qui devra le faire, remettre complètement à plat le parcours pour devenir médecin. Et puis deuxièmement, il y a un problème d'attractivité qui sont pas assez fortes. Et là-dessus, il faut développer ce qu'on appelle les maisons de santé. Souvent d'ailleurs des maisons de santé communales qui peuvent être financées par les collectivités locales. Et notamment, on parlait tout à l'heure de Paris, mais même à Paris, on a des problèmes de médecins. Trouver le dimanche, si vous avez un problème, vous ne pouvez pas trouver de médecin le dimanche. Il faut attendre souvent une semaine ou 15 jours pour trouver un médecin. Les urgences, il faut attendre 8 heures. Et médecins, SOS médecins, qui sont débordés aussi. Ne viennent pas. Donc, une des solutions, c'est de créer des maisons de santé, ce qui existe en province. Il faut des médecins. Il faut trouver des médecins. Il faut trouver des médecins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 50% des médecins généralistes qui partent à la retraite. Oui. Qui va les remplacer? Il faut remettre à plat, bien évidemment, tout le parcours médical. Lucas Jakubowicz. Juste d'abord sur les questions de numerus clausus. C'est une question, mais il y a un problème de personnel médical, mais à tous les échelons, infirmiers, aides-soignants. Donc ça dépend pas du numerus clausus. Il y a un pays qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait l'URSS, qui avait réussi à avoir des spécialistes de santé partout. Le principe, c'était simple, c'est qu'on interdisait la libre installation des médecins. Ce qu'on peut pas faire en France. Tu sors de fac de médecine, tu vas en Sibérie, tu vas dans le Caucase. On peut leur proposer que des aides pour venir dans les territoires perdus. On peut proposer des aides. On peut proposer une amélioration des conditions de travail, notamment le cas des maisons de santé. Et c'est un très bon exemple, justement. En fait, je parle souvent de Haute-Savoie, mais c'est de là où je viens. On a eu beaucoup de médecins, effectivement, hommes, qui sont partis à la retraite. Et c'était très difficile à les remplacer, parce que les médecins ancienne génération, ils rechignaient pas à faire des tournées de nuit, etc. Aujourd'hui, c'est des médecins qui sont plus jeunes, majoritairement féminines, et qui n'ont pas envie de passer du temps, notamment dans de la paperasse. Et effectivement, les maisons de santé permettent aux médecins de se concentrer que sur le soin. Et à mon avis, effectivement, c'est la solution. Donc ça, c'est la solution, entre guillemets, pour la médecine généraliste. Après, aussi pour les villes d'ailleurs, dans les villes. Pour les villes aussi. On n'a pas assez de maisons de santé dans les villes. Pour les villes, donc à mon avis, effectivement, il faut vraiment investir dans les maisons de santé. C'est les compétences notamment des régions, des départements. Par contre, les propos de Laurent Wauquiez à base de Yaka Faucon, je trouve que c'est un peu difficile et même c'est un peu indélicat. Il faut que sortir des phrases comme ça soient dirigées par les régions, notamment. Une des grandes pistes. Oui, moi je suis entièrement d'accord. Alors les maisons de santé, qui sont souvent pluridisciplinaires, c'est une manière d'attirer des médecins. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus uniquement. Alors on en a financé 82 sur la mandature qui s'achève, donc on va continuer, on va essayer d'en doubler. Le but, c'est d'en avoir maintenant en Ile-de-France. Eh bien, c'est pas compliqué. Une dans chaque commune de plus de 10 000 habitants, parce que contrairement à ce qu'on pense, ça n'est pas simplement dans le rural. On a aujourd'hui, l'Île-de-France, c'est un désert médical. Bien sûr. Et même à Paris, et même en proche banlieue. Donc c'est dramatique. Ça ne réglera pas tout, bien sûr, mais ça permet de redonner envie à des médecins de s'installer dans un métier qui est devenu difficile, parce qu'effectivement, ça a été dit, c'est une crise de la médecine libérale aujourd'hui. Des médecins qui s'installent, c'est souvent considéré comme pas rentable, avec effectivement trop de travail administratif, trop d'heures à faire pour que ce soit rentable. Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, il y a un sujet sur tout ce qui concerne les infirmiers, ce qui est un vrai sujet aussi, parce qu'on a aussi un déficit d'infirmiers. On l'a vu récemment avec des polémiques, parce que des lits ferment faute de personnel infirmier. C'est très difficile, parce que eh bien, évidemment, les salaires sont bas, alors que le coût de la vie est cher, notamment dans les grandes villes. Et donc, il y a des problèmes de logement. Il y a des problèmes de logement, des problèmes de distance aussi. Donc, c'est un vrai sujet. De salaire, de rythme de travail. Alors, ce qu'on fait, nous, avec la région, c'est qu'on finance des logements spécifiques pour les infirmières, les infirmiers, parce que c'est important. Parce que vous habitez à 2 heures, vous êtes obligé d'habiter dans l'Oise pour travailler à Paris. Les attributions de logement aux infirmiers. Le salaire est largement nous, ce qu'on propose, pour le coup, avec Valérie Pécresse depuis longtemps, c'est qu'on ait un statut d'infirmier, mais ça commence à se faire, mais ça a mis beaucoup de temps, qui soient, on va dire, des infirmiers plus qualifiés, qui peuvent faire un certain nombre d'actes, décharger les médecins d'un certain nombre d'actes, et qui soient évidemment mieux rémunérés, pour qu'il y ait une forme de mobilité sociale aussi dans ces métiers-là. Et donc, ne pas simplement cantonner les infirmières et les infirmiers à des actes très très limités. On peut étendre ce qu'ils peuvent faire, mieux les payer et décharger les médecins. Et parce qu'effectivement, la formation des médecins, ça a été dit, on aura quelques années avant d'en voir les effets. Je vous conseille la lecture du livre du professeur Grimaldi sur l'hôpital entreprise, qui explique aussi comment le système hospitalier est devenu un système extrêmement mercantile et où ce qui prime, c'est le financier avant la même rentabilité. La rentabilité. Georges Kuzmanovic sur ces déserts médicaux. Si jamais je suis élu président, ce serait une priorité nationale. En passant d'une médecine exclusivement de soins à une médecine préventive et de soins, qui permettra de financer, parce que ça réduira
le coût global et les marges faites permettront de financer des maisons de santé, ou avant on appelait ça des dispensaires, partout sur le territoire. On proposera des réformes permettant à des médecins de travailler non pas nécessairement en libéral mais salarié. Il y en a beaucoup qui le font d'ailleurs par eux-mêmes. Faire le lien aussi entre public et privé. Faire le lien entre public. Quelqu'un qui travaille à l'hôpital peut aussi exercer en privé. Faire le lien entre public et privé. Mettre en place un pôle du pharmaceutique français qui produit des brevets pharmaceutiques français. On a vu combien on en a manqué au moment de la crise de la Covid. Bref, c'est une réforme globale qui doit être faite sur la santé. Et je répète ma petite antienne habituelle. Des lits d'hôpitaux ont été fermés sous Sarkozy, sous François Hollande, sous Macron. Des hôpitaux ont été fermés sous les trois. Non, mais c'est ça, et à chaque fois, c'était la même chose. C'était l'application de règles ultralibérales imposées par l'Union européenne de limitation des coûts, de mettre de l'administratif dans les... quand ce sont les médecins qui s'en occupent et les infirmiers, c'est eux qui ont sauvé l'hôpital et les Français au moment de la crise de la Covid. Ils ont mis tous les administratifs là, qu'on leur a collés pendant des années. Là, pour le moment, c'est pour vrai mammouth de gens qui ne servent à rien, qui sont là en place pour détruire l'hôpital public. Ils ont été mis de côté et c'est eux qui ont réorganisé l'hôpital. Et ils l'ont fait avec grande efficacité. Pendant 1 an, moi je me base sur ce que disent les médecins, les infirmiers, tous les soignants. Pendant 1 an avant la crise de la Covid, ils ont fait grève. On s'est moqué de Madame Buzyn, aller voir des grands spécialistes médecins ou des infirmiers, des infirmières, et lever les yeux au ciel à chaque fois qu'ils disaient on n'a pas de moyens pour faire notre travail de service public. Eh ben oui, ça a été mercantilisé, ça a été libéralisé, et quand on veut détruire un service public, on le rend impropre au bon fonctionnement. On en est là. Il faut maintenant. C'est une réorganisation totale du système de santé. Un médecin me dit certaines structures, petites structures, doivent fermer parce qu'elles sont dangereuses aussi. Alors c'est un autre. Bien évidemment, c'est une réorganisation globale. C'est pour ça que j'ai répondu assez rapidement. Voilà, c'est une réorganisation globale. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les 4 d'avoir été là. Tout à l'heure, dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous et qui recevra l'écrivain Boualem Samsal. Très intéressant et passionnant à suivre. Très bon week-end à tous, à lundi.